Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute ! Quel sera le monde du travail dans 15 ans ? Au risque de vous décevoir, je pense qu'il ne sera probablement pas si différent. 30 années de travail aux côtés de grands groupes internationaux m'ont montré que, bien évidemment, certaines choses avaient évolué, mais que dans le fond, les mêmes problèmes subsistaient. Beaucoup de gens aujourd'hui s'emparent de thèmes comme les fameuses soft skills. La réalité, c'est que les soft skills, on en parlait déjà il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on en parlait il y a 50 ans, on en parlait déjà il y a 100 ans. Pour cela, pour comprendre ces choses-là, il faut s'intéresser à l'histoire. Or, aujourd'hui, dans notre société qui est dans l'immédiateté, dans l'instantané, nous oublions parfois d'honorer le passé. Je pense que pour inventer le futur de travail, une des clés, c'est de retourner dans ce qui a été pensé avant nous, d'analyser un peu plus finement ce qui a marché et tout ce qui n'a pas marché, parce qu'aujourd'hui, nous redisons souvent et très régulièrement moins bien des choses qui ont déjà été pensées, qui ont déjà été dites et pourtant qui n'ont pas révolutionné le monde du travail. Or, si nous voulons accélérer la mutation dans 15 ans, peut-être dans 10 ou peut-être dans 20, ce qui va se passer au quotidien pour les salariés du monde entier, il faut à la fois honorer le passé pour mieux inventer l'avenir. Depuis 300 000 ans, l'autorité se fait par soumission. Au XXe siècle, un second mode se substitue, l'autorité par engagement. Et aujourd'hui, quel est le juste équilibre ? Vers quel leadership allons-nous dans les organisations ? Quelle est cette révolution des autorités, comme la nomme Stéphane Moriou ? Qu'est-ce que cela implique en termes d'organisation et d'évolution des entreprises ? Stéphane est un humaniste aux vies multiples. Conférencier, auteur et entrepreneur, il conseille depuis le milieu des années 90 les dirigeants de grands groupes internationaux et ceux de start-up ambitieuses. À 27 ans, il devient directeur des ressources humaines du groupe Le Duf. En 2001, il crée son premier cabinet de conseil spécialisé en assessment. À 38 ans, il revend sa structure et devient l'un des présidents de Manpower Group. Ainsi, c'est une expérience de plus de 20 ans en assessment qui lui permet de développer son expertise en matière de feedback et qui l'amène aujourd'hui à repenser le leadership. D'ailleurs, Stéphane préfère mettre du « et » à la place du « ou ». De l'ordre et du feedback, dans un juste dosage, et non de l'ordre ou du feedback. Comme une symphonie où les mouvements s'accordent à merveille. Stéphane, tu es passionné de jazz et d'opéra. As-tu une musique qui te représente ? Alors, c'est assez difficile à dire parce que l'univers de la musique en général, et en plus du jazz et de l'opéra, est particulièrement riche. Donc, il y a des musiques que j'aime bien, que j'écoute plus régulièrement. Alors, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est Libertango. J'aime bien le mélange d'idées du rythme, donc de quelque chose qui enferme d'une certaine manière. Et puis, en même temps, dans Libertango, il y a liberté. Et j'aime bien aussi cette idée de liberté. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans l'interview, mais j'aime bien les choses dans lesquelles des contraires se marient, parce que je pense que le monde, il n'est pas blanc ou noir, il est à la fois blanc et noir. D'ailleurs, tu as plusieurs vies professionnelles, donc tu fais plusieurs choses en parallèle. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, alors là, j'ai quand même un métier principal qui est celui d'être conférencier. C'est aujourd'hui mon activité, donc je passe mon temps dans les entreprises pour essayer de diffuser un certain nombre de messages autour du leadership, de l'autorité et puis bien évidemment du feedback. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un métier de consultant parce que je continue à mener des missions. J'aime bien le contact avec le terrain, j'aime bien la proximité avec les managers, avec de l'expérience, comme des managers qui sont débutants. Ça m'inspire beaucoup en réalité. J'ai un attachement particulier à la musique. Tu as commencé par ça, alors. Donc, j'ai effectivement une activité de mécénat artistique. Je joue aussi d'instruments. Et puis, à côté de ça,
J'essaye d'accompagner aussi des startups parce que j'ai passé ma carrière plutôt dans des grosses corporates, des grands groupes, et j'accompagne des grosses institutions. Et puis, je me suis passionné aussi pour l'univers des startups. Et je pense que les gens de ma génération ont aussi des choses à apprendre aux startups. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir une vie professionnelle assez riche, et je pourrais dire aussi que j'ai une vie personnelle presque entrepreneuriale puisque j'ai 6 enfants, et donc ça occupe aussi pas mal. Oui, donc tu es quand même bien occupé. Tu as beaucoup d'activités, multiples. Ouais, j'ai cette chance d'avoir, oui, un agenda bien rempli, on pourrait le dire comme ça, et surtout une grande chance qui est je suis constitué comme ça, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir, hein, parce que pour mener tout ça, il y a pas de secret. Si tu dors 12 heures par jour, ça marche pas. Donc je suis un petit dormeur, je dors très bien, mais je suis un petit dormeur, ce qui permet de concilier en parallèle, ces différentes vies. Tu travailles sur un sujet que tu appelles la révolution des autorités. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste et en quoi cela modifie notre vision du travail et de l'entreprise? Oui, alors à l'origine, j'ai travaillé longtemps sur un thème qui m'est cher, qui est le thème du feedback. Et puis à un moment donné, quand on passe ses jours, parfois même ses nuits, à réfléchir sur un petit sujet, on se dit mais pourquoi ce sujet du feedback a émergé, et pourquoi à un moment donné dans l'histoire des organisations, il devient plus intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte dans nos travaux que le feedback était le symptôme de quelque chose d'un peu plus grand qui se passe dans la société. On a baptisé la révolution des autorités, et en fait, qui ne touche pas seulement les entreprises. Il y a aujourd'hui, à travers le monde, un phénomène sociologique très important qui est qu'il y a une révolution des autorités. Et notre hypothèse, c'est que c'est la première fois que ça se passe à telle échelle, et que le feedback, finalement, il a été un petit révélateur de cette tendance-là. Cette révolution des autorités, on la trouve dans le milieu, par exemple, de la police, hein, le respect de l'autorité policière. On le retrouve à l'école, le respect de l'enseignant ou de l'enseignante. On le retrouve dans les familles, le respect de l'autorité parentale. Et on le retrouve bien évidemment dans les entreprises avec le respect de l'autorité managériale. Il est en train de se passer des choses assez passionnantes et à la fois troublantes pour les managers et les collaborateurs, pour les parents, pour les enfants, pour les policiers et les gens de la société. Bon, bref, il y a quelque chose qu'on a voulu travailler, et depuis maintenant quelques années, on est d'arrache-pied sur cette analyse, et puis surtout pour proposer des solutions derrière. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se traduit justement en entreprise? Alors en fait, l'hypothèse de départ, c'est de se dire que depuis l'aube de l'humanité, alors on va dire de façon un peu symbolique, on fait démarrer nos réflexions à l'apparition d'Homo sapiens, grosso modo il y a 300 000 ans. Notre hypothèse de départ, c'est que depuis 300 000 ans, il existe une forme d'autorité prédominante qu'on appelle l'autorité par soumission. Depuis le début de l'humanité, les rapports humains se sont créés dans un rapport de soumission, c'est-à-dire qu'il y a un dominé, un dominant, et le principe de base de l'autorité par soumission, c'est un axiome peur-admiration. Un leader par soumission, c'est quelqu'un qui fait peur, hein, c'est parce qu'on en a peur qu'on va exécuter un certain nombre de choses. Donc la peur du policier, la peur de la contravention, la peur de la fessée, la peur de la punition scolaire. Hein, voilà, on a peur, et en même temps, il y a de l'admiration, parce qu'on pourrait dire, si tu as peur de quelqu'un, pourquoi tu ne te barres pas? Dans l'autorité par soumission, il y a en réalité de l'admiration. Et on trouve ça, évidemment, dans un certain nombre de figures charismatiques de leaders, qui sont des vrais tyrans, alors au sens de la société politique, mais aussi de la société commerciale, des gens qui sont des tyrans, et pourtant, ils suscitent de l'admiration, et certaines personnes rêveraient de travailler à leur côté. Et ce phénomène d'autorité par soumission, il existe depuis l'aube de l'humanité, et quelque chose qui existe depuis 300 000 ans. Globalement, Darwin nous dit en clin d'œil, c'est que ça marche. Et en réalité, l'autorité par soumission, c'est le meilleur moyen que nous ayons trouvé pour atteindre des résultats court terme. On y réfléchit bien, Homo sapiens n'a pas inventé mieux pour atteindre des résultats court terme. Or, il se trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la période des Trente Glorieuses, dans un certain nombre de pays qui vont satisfaire un certain nombre de leurs besoins à court terme, on va inventer une deuxième forme d'autorité qu'on a baptisée l'autorité par engagement, et elle est radicalement opposée à la première. C'est-à-dire que là, par exemple, où l'autorité par soumission fonctionne par la peur et l'admiration, l'autorité par engagement va fonctionner par la confiance et l'authenticité. Notre hypothèse, c'est que quand tu as subi 300 000 ans d'un mode,
de fonctionnement et que tu en inventes un deuxième, tu fais pas dans la dentelle, tu fais le truc à 180 degrés et tu te retrouves avec un truc. Voilà. Alors aujourd'hui, on trouve ça, et les réseaux sociaux donnent une grande part à ça, vont être un moyen de diffuser la pensée de l'autorité par engagement. Et donc, on va avoir ces deux pensées qui s'opposent, que tout oppose d'ailleurs, et qui pourtant cohabitent dans les organisations. Elles cohabitent d'ailleurs dans les familles. On l'a vu sur le sujet de la vie privée, par exemple récemment, je sais pas si tu as suivi ça, mais avec Caroline Goldman, qui a sorti un livre, qui a fait un peu le buzz parce que elle a réhabilité quelque part l'idée d'une certaine forme d'autorité par soumission dans le rapport parent-enfant, et elle a eu contre elle à la fois des gens qui ont été des promoteurs et puis tout un tas de détracteurs. Et donc en réalité, ces deux formes d'autorité aujourd'hui cohabitent et elles ne se comprennent pas parce que les leaders par soumission voient toujours les leaders par engagement comme des leaders faibles, et les leaders par engagement voient toujours les leaders par soumission comme des leaders fous. Or, tout notre travail à nous, c'est de se dire que si l'autorité par soumission permet d'atteindre des résultats court terme, l'autorité par engagement est le meilleur moyen d'atteindre des résultats moyen-long terme. Or, dans une vie d'équipe, dans une vie d'entreprise et dans une vie individuelle aussi, nous avons à la fois besoin d'atteindre des objectifs court terme et des objectifs moyen et long terme. Autrement dit, nous avons besoin des deux formes d'autorité, mais dans les bonnes proportions. C'est là où le noir et le blanc s'associent quelque part. Exactement. Quand je lis des articles qui disent ah oui, mais non, les managers tyrans, les micromanagers, etc., c'est pas bien, c'est pas efficace, etc. Je dis, bien sûr, sur la pensée philosophique, je serais globalement assez d'accord avec l'idée que là où on peut mettre de la gentillesse et de la bienveillance, pourquoi mettre de la sévérité et de la contorsion? Mais la réalité n'est pas celle-là. Quand on va dans une entreprise, il y a de l'autorité par soumission, et pas que dans les grandes corporates, il y en a aussi dans les startups. Et donc cette autorité par soumission, qui est souvent incarnée par du top management, faut quand même accepter l'idée à un moment donné qu'elle a aussi son efficacité. Donc elle existe dans les grandes organisations, comme elle existe aussi dans les startups. Et donc si on la voit au plus haut des pyramides, en particulier dans les comités de direction, c'est bien qu'elle a son efficacité. Et donc, je pense, comme sur le clin d'œil de Libertango, qu'il ne faut pas les opposer, il faut les conjuguer et que ça, c'est un art qui se travaille. Alors on va y revenir parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place. Mais déjà, peux-tu nous donner un peu plus d'exemples pour qu'on se représente bien? Typiquement, tu as parlé des startups. Je pense que c'est un cas intéressant. Alors, bien évidemment, dans les startups, il y en a plein de différentes, mais il y a un mythe quand même assez intéressant à observer parce que on a créé une sorte d'image de la startup, des jeunes qui sont avec des baby-foot, qui bossent pas beaucoup, qui s'éclatent, ils sont tous potes, ils partent en vacances, etc. Alors, bien évidemment, ça n'est pas complètement faux. Il y a une partie de réalité là-dedans et qui a un peu dérangé les gens de la génération précédente. Mais la réalité, c'est quand on regarde les scale-up, quand on regarde les licornes, on va retrouver dans ces organisations-là beaucoup d'autorité par soumission. Il ne faut pas croire qu'on devient une grande start-up, une société qui lève plein de fonds en étant managée uniquement par de la bienveillance et des choupa-choups. Il y a beaucoup de soumission dans ces organisations-là. Elle est souvent incarnée au plus haut niveau. C'est pas complètement par hasard. Et les gens qui ont l'occasion d'aller travailler, par exemple, dans la Silicon Valley, savent très bien qu'il y a effectivement ces ruptures de code avec on s'occupe de votre linge, on s'occupe de vos enfants, on s'occupe de votre voiture, on s'occupe de votre coiffeur. Enfin, bon, on s'occupe de tout un tas de choses. Mais la réalité, c'est qu'on s'occupe de ça pour que vous puissiez bosser beaucoup plus, je dirais, dans l'esprit 24-24, c'est bien évidemment pas 24-24, mais c'est quand même dans cette idée de si on bosse pas beaucoup, on produit pas beaucoup. Donc il y a une espèce de hiatus qui se crée entre d'un côté une vision très utopiste de l'entreprise, libérée, avec des gens qui bossent que quelques heures par semaine et qui créent énormément de valeur, et tout un tas de gens sur le marché qui laissent croire ça, et puis la réalité des entreprises qui fonctionnent, qui font de la performance, et on ne fait pas de la performance juste en allant à la pêche, on fait de la performance en travaillant beaucoup, en aidant des... Et donc finalement, les startups, me semble-t-il, n'ont pas tant réinventé les codes que ça,
et je suis même en contact avec un certain nombre d'entre elles et qui ont les excès de l'autorité par soumission, encore plus que certains grands groupes ou certaines grandes institutions qui, elles, ont travaillé sur ces sujets-là et ont vu des managers par soumission, mais ont quand même mis en place quelques garde-fous. Alors que quand on est une start-up, on a une culture neuve, on va très très vite, on pivote rapidement, etc. Et tous ces sujets culturels, tous ces sujets de maturité managériale, on les a pas nécessairement tant travaillé que ça. Donc voilà, il y a beaucoup de nuances à mettre dans tous mes propos, mais globalement, faut pas croire que dans l'univers des startups, on ne manage que par l'autorité, par engagement, ça serait totalement utopique. Est-ce que tu as des exemples de leadership par engagement, justement, ou en tout cas d'entreprises qui ont majoritairement un leadership par engagement? Alors, majoritairement, je pourrais pas le dire comme ça. Parce que la réalité, c'est que dans une entreprise, les 2 formes se côtoient et quelque part, en plus, je pense que, le manager idéal, alors pour autant que ce soit quelque chose qui ait un sens, mais le manager idéal, en fait, il incarne les 2 formes d'autorité. C'est-à-dire qu'il sait manier, quand c'est nécessaire, l'autorité par soumission et ses équipes acceptent l'idée de recevoir, par exemple, des ordres et puis, il sait majoritairement fonctionner par engagement parce que au quotidien, il ne peut pas fonctionner que comme un tyran. Et donc, dans les organisations, en fait, on a besoin des deux. Alors aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ça fonctionne plutôt par strate quelque part. Hein. On va dire que très souvent, le très haut de la pyramide fonctionne quand même assez bien par soumission. Hier, je discutais avec un de mes clients qui se trouve connaître d'assez près un grand patron du CAC 40 et il me disait, la dernière fois que j'ai dîné avec lui, je me suis rendu compte que fondamentalement, il n'aimait pas les gens. Alors, ça pourrait être un peu troublant de se dire comment peut-on être un patron du CAC 40 et ne pas aimer les gens. Bon, la réalité, c'est qu'il l'est. Donc, fondamentalement, on n'est pas dans un débat d'éthique ou de morale ici, on est dans un débat d'efficacité. Il est dans cette fonction-là. Toi et moi, qui sommes probablement un peu plus bienveillants et qui aimons les gens, n'y sommes pas. Donc, probablement, il a plus raison que nous quand même. Est-ce que ça changera demain? Peut-être, mais là, moi, mon hypothèse, c'est qu'on va pas effacer 300 000 ans d'autorité par soumission par, comme ça, d'un seul coup, des gens qui vont arriver avec plein d'engagement. C'est plus subtil que ça et je pense que cette révolution prendra un peu plus de temps. Alors, néanmoins, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des entreprises qui sont des caricatures de l'autorité par soumission et il y a des entreprises qui essayent de pousser l'autorité par engagement. Alors moi, je le vois dans mes travaux par les entreprises en particulier qui essayent de développer des cultures feedback, hein, parce que si l'ordre est l'outil privilégié du leader par soumission, le feedback est l'outil privilégié du leader par engagement. Alors forcément, je suis à leur contact au quotidien, j'essaie de les accompagner et j'accompagne aussi bien des gens qui sont dans les premiers niveaux hiérarchiques comme hier, par exemple, j'accompagnais un comité de direction d'un grand groupe de cosmétiques international qui voulait se former à ce sujet du feedback et qui veut aller dans le sens de l'engagement encore plus. Donc le sujet est un peu compliqué d'une certaine manière. Je crois que ce qui est important, c'est l'intention. C'est l'intention, c'est la prise de conscience de ces 2 formes d'autorité, de la nécessité de les combiner, de les conjuguer, et derrière de travailler à la fois l'art du leadership, mais à la fois aussi l'art du followership. Hein, on a mis beaucoup de pression sur les leaders, sur les managers, et je pense qu'aujourd'hui, il est aussi important de rééquilibrer un peu tout ça. Les leaders, les managers ne sont pas des super-héros ou des super-héroïnes, ils sont humains, ils ont un certain nombre de qualités, ils ont un certain nombre de potentiels, ils ont aussi, comme chacun d'entre eux, un certain nombre de défauts. Ils ne peuvent pas être responsables de 100% des maux de la terre, ce serait beaucoup trop simple de le voir comme ça. Il y a vraiment un lien, dans ce que tu dis avec comment on gère le cadre et l'autonomie. Si on a vécu 300 000 ans effectivement d'autorité par soumission, il est peut-être difficile aussi de passer par un autre type d'autorité et c'est peut être difficile aussi pour certaines personnes. J'ai déjà rencontré dans des entreprises des personnes au contraire qui attendaient plus de cadres. Complètement. Et c'est quelque part aussi un excès, c'est-à-dire que l'excès d'autorité par soumission a créé des excès de soumission tout court, c'est-à-dire des gens qui attendent l'ordre, qui ne prennent pas d'initiative, etc. Et on sait aujourd'hui que la complexité du monde, la rapidité du monde
fait que ce genre de posture ne fonctionne pas. Et c'est pas que dans les grands groupes ou dans les grandes fonctions, ça va être aussi chez le caviste du coin, dans le supermarché du coin, la boulangerie du coin, qui va avoir exactement les mêmes problèmes. On est confronté en permanence à un certain nombre de problèmes qui ne sont pas dans les manuels, qui ne sont pas que dans la tête des dirigeants. Et il faut aussi cultiver cet art du followership. C'est-à-dire que pour nous, certes, il y a une noblesse du leader, mais il y a aussi une noblesse du follower. Alors ça, pour le coup, la musique et le jazz nous offrent une analogie très facile. C'est-à-dire que dans un groupe de jazz, il y a un leader. C'est généralement le patron de la formation de jazz, souvent le meilleur joueur de jazz de son groupe. Mais dans un morceau de jazz, effectivement, il va prendre le leadership, c'est lui qui va lancer le morceau, c'est lui qui va lancer le chorus, etc. C'est lui qui va lancer la première improvisation, mais derrière, il va passer la main à ses followers, à ses collègues qui font l'accompagnement. Et le temps de quelques instants, chacun des accompagnateurs, des accompagnatrices de ce groupe de jazz va devenir le leader du groupe, pour redevenir ensuite le follower au service de son leader. Et cette alternance de posture leadership en followership, en réalité, elle est celle de notre vie. Pour celles et ceux qui nous écouteront et qui vivent par exemple en couple, dans un couple, dans un certain nombre de situations et sur un certain nombre de sujets, monsieur ou madame est leader d'un certain nombre de choses, et puis sur d'autres sujets, monsieur ou madame sont follower de l'autre. Et bien évidemment, on pourrait imaginer un couple dans lequel monsieur ou madame ne serait leader de tout et l'autre follower de tout, et probablement qu'un certain nombre d'entre nous se diraient « Ouah, c'est quand même un couple un peu déséquilibré ». Donc en réalité, on alterne les deux. Et le problème, c'est que on n'est probablement pas suffisamment bien formé à cette alternance des rôles, parce que l'histoire a fait que globalement, on a ultra valorisé le leader, l'entrepreneur, le créateur, lui qui était le premier. Mais la réalité, c'est que le leader, l'entrepreneur, le créateur, seul, il ressemble à un cactus au milieu du désert. Il ne fera rien. Et un leader n'existe que parce qu'il a à côté de lui des premiers followers qui vont prendre son idée et qui vont la transformer. Steve Jobs était génial, Elon Musk est génial, mais Steve Jobs et Elon Musk, sans d'excellents followers, ne seraient sans doute que des espèces d'uluberlus qu'on regarderait ou qu'on ne regarderait pas d'ailleurs en se disant « mais ces types-là sont complètement dingos ». Donc il y a une vraie noblesse du followership. Et je pense que ça, il faut le réhabiliter et il faut montrer la voie, c'est-à-dire la voie aux followers de ça, montrer cette alternance du leadership et du followership comme dans le jazz, et montrer qu'effectivement, on peut suivre des ordres et en même temps penser un peu différemment le cadre dont tu parlais dans ta question et prendre des initiatives de l'autonomie. Bon, bref, faire grandir les rapports humains au travers de ça. Est-ce que cette évolution du leadership va avec l'évolution un peu dans l'organisation des entreprises, avec peut-être des entreprises moins hiérarchiques? Oui, alors effectivement, le leadership par soumission, c'est un rapport vertical, là où le leadership par engagement est un rapport horizontal. C'est l'esprit fondamental de l'ordre et du feedback, c'est-à-dire que dans un ordre, il y a un directeur, une directrice qui va dire maintenant tu fais comme ci ou tu fais comme ça, voilà le choix, on va faire la campagne bleue ou on va faire la campagne verte. Et c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il y a un drame dans beaucoup d'organisations qui consiste à avoir des réunions, des présentations PowerPoint, des présentations PowerPoint, des présentations PowerPoint, des emails, des emails et des emails et des emails pour rassembler tout le monde et finalement pas décider. Donc, il y a un moment donné, oui, la consultation, tout ça est très important, mais il doit y avoir un décideur, une décideuse qui à un moment tranche et probablement plus rapidement que dans les temps anciens. Cette décision, il y a quelque chose qui est très important que parfois on oublie dans un certain nombre de formations, dans un certain nombre de propos sur le management, c'est que cette décision, la décision doit appartenir à l'expert. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, qui ont une meilleure expertise que d'autres, et donc le choix technique, la solution qui doit être retenue, doit être confiée à l'expert et pas nécessairement au leader. Bon, bref, donc ça c'est la vision verticale des choses. La vision horizontale des choses, c'est effectivement de se dire, et ça c'est l'esprit du feedback, je peux apprendre de n'importe qui. Bien sûr, je peux apprendre de mon directeur, de ma directrice. Je peux apprendre des meilleurs experts de ma boîte. Mais mon collègue d'à côté peut aussi m'apprendre des choses. Et encore mieux,
quelqu'un qui est en dessous de moi dans la hiérarchie peut aussi m'apprendre des choses. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Et d'ailleurs, si on le regarde sous un autre angle, qui shape énormément l'éducation nationale, parce que les enseignants n'ont pas, pour la grande majorité, réussi à intégrer complètement cette révolution-là. C'est-à-dire que je ne suis plus le sachant qui délivre une connaissance de manière froide et verticale. La connaissance est aussi dans la salle. Et bien évidemment, les compétences qui sont nécessaires pour délivrer un savoir de façon descendante ne sont malheureusement pas les mêmes que celles qui sont nécessaires pour stimuler l'intelligence collective. Et donc, c'est un apprentissage. Et là aussi, ça ne s'oppose pas, ça se complète. On a besoin des deux. On a besoin aussi, aujourd'hui, par exemple, dans l'enseignement, on parle beaucoup de ChatGPT. Un de mes fils me disait avant-hier, nous, mon école de commerce nous interdit d'utiliser ChatGPT. Mais je lui dis, mais c'est pas possible que je paye des milliers d'euros dans une école qui n'a pas compris que cette révolution-là allait toucher tous les métiers du monde. Donc, autant qu'ils vous apprennent à utiliser ça intelligemment, qu'ils vous fassent peut-être un certain nombre de devoirs sans ChatGPT pour que vous appreniez par apprendre par vous-même, mais que vous appreniez aussi au travers de ChatGPT à travailler, parce que demain dans l'entreprise, quand je dis demain, c'est d'ailleurs aujourd'hui, vous utilisez ChatGPT, nous utilisons ChatGPT. Donc, arrêtons ces oppositions dogmatiques et essayons de conjuguer les idées. Justement, tu nous parlais du feedback que tu as longtemps étudié. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était l'outil privilégié du leader par engagement. Alors effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur le feedback. J'ai consacré 25 années de ma vie au feedback et j'ai mis tout ça dans un livre qui est sorti en mars 2023, qui est déjà un best-seller et qui s'appelle Feedback, le pouvoir des conversations. C'est chez Duno. Et donc, une des thèses là-dedans, c'est de montrer que ordre et feedback se complètent parce que ordre et feedback ont en réalité les avantages et les inconvénients inverses. Un ordre, son principal avantage, c'est que si tu as de l'autorité, il va permettre d'obtenir un changement immédiat. Le gros problème de l'ordre, ça les managers y ont été nécessairement confrontés, c'est qu'un ordre fait rarement un effet durable. Et c'est pour ça qu'un ordre, en fait, c'est assez facile dans l'instant, mais c'est par contre épuisant dans la durée, parce que les ordres, il faut les répéter. Et si tu travailles dans la grande distribution ou dans le domaine industriel, etc., tu sais que tes ordres, tu dois les donner tout le temps. Et c'est la nature d'un ordre. La nature d'un ordre, alors ça marche aussi dans les familles, celles et ceux qui ont des enfants, qui en auront, puis si vous n'en avez pas, vous avez de la chance, vous voyez ceux des autres, c'est mon exemple. Le fameux ordre « va ranger ta chambre », tout le monde sait très bien que le dire une seule fois gentiment suffit rarement à avoir une chambre rangée qui parle tout au long de l'adolescence, voilà, typiquement. Et donc, à côté de ça, on a un autre outil qui s'appelle le feedback, qui a les avantages et les inconvénients inverses. Le problème du feedback, parce que c'est un outil de liberté, c'est un cadeau, dit la formule consacrée, le feedback ne créera peut-être pas un effet immédiat. Par contre, le grand avantage du feedback, c'est que si effet il y a, comme il viendra librement de la personne, alors il aura un effet durable. Et donc, l'ordre a cet effet court terme et pas durable. Le feedback a peut-être pas cet effet court terme, mais si effet il y a, il est durable. Et donc, en réalité, quand on voit l'ordre et le feedback comme ça, on imagine assez bien que dans la vie de tous les jours, il y a un certain nombre de sujets qui doivent se traiter par des ordres et il y a un certain nombre de sujets qui doivent se traiter par du feedback. Tu as un enfant qui est à deux doigts de traverser les yeux fermés un grand boulevard parisien alors que le feu est au rouge pour les piétons. Je déconseille de lui dire « Mon petit chéri, quand tu auras du temps, j'aimerais bien te faire un petit feedback sur la situation que nous sommes en train de vivre. » Parce que là, tu prends quand même le risque qu'il meurt immédiatement. Alors, tu vas tenter le bon vieux truc Homo sapiens, du cri barbare, qui est un ordre, en espérant que ce cri le fige. Parce qu'en réalité, le cri peut créer deux formes de réaction. Mais tu vas espérer que ça le fige, et puis voilà. Et puis peut-être plus tard, tu pourras donner du feedback. Et puis sur un certain nombre d'autres sujets, tu vas peut-être pouvoir les attaquer par du feedback, et puis si ça marche pas, à un moment donné, peut-être arriver à l'ordre. Et donc en réalité, il n'y a pas de supériorité du feedback sur l'ordre ou de l'ordre sur le feedback, il y a une complémentarité. Dans un certain nombre de cas, je n'utiliserai qu'un ordre. Dans un certain nombre de cas, je n'utiliserai que du feedback. Parfois, je commencerai par un ordre et plus tard, j'utiliserai du feedback. Et parfois, je commencerai par un feedback et puis plus tard, j'utiliserai un ordre. Voilà. Et l'idée, c'est de savoir manier ces deux formes d'outils-là et qui nécessitent à la fois de former celles et ceux qui vont donner des ordres et du feedback,
mais de former aussi celles et ceux qui vont les recevoir. Et moi, l'une de mes idées du quotidien, c'est de dire que le feedback peut et doit être donné par un manager à ses collaborateurs, ses collaboratrices, qu'en retour, les collaborateurs et les collaboratrices doivent pouvoir donner du feedback à leur manager, et que dans matière de l'ordre, je pense que les managers, les directeurs, les directrices doivent bien évidemment donner des ordres à leurs équipes, mais je pense aussi qu'un collaborateur et une collaboratrice doivent pouvoir donner, dans un certain nombre de cas, des ordres à leur direction. Et le ratio complètement théorique, c'est-à-dire en réalité complètement pipeau, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien pour justifier ça, mais c'est ce que je raconte dans toutes mes conférences et dans toutes mes interventions au quotidien, c'est que le ratio qui me paraît juste et quelque part une espèce d'idéal à viser, c'est 10% d'autorité par soumission à 90% d'autorité par engagement. Et ça a des applications très très pratiques. Par exemple, tu peux imaginer dans un rapport avec un de tes clients, un de tes partenaires, un de tes collaborateurs, collaboratrices, par exemple, qui t'envoie, je sais pas, une présentation pour avoir ton aval. Eh bien, tu peux tout à fait imaginer de commencer ton email de réponse par peut-être un ou deux ordres en disant dans ta présentation, Laure, j'aimerais que tu changes ça, 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 ou je veux pas me le dire plus fort. Laure, dans ta présentation, change ça, ça et ça. Il n'y a pas de discussion, ce sont mes ordres. Et puis ensuite, je vais donner mon feedback positif et je vais ensuite donner mon feedback correctif. Et par nature, parce que nous avons été formés tous les deux, parce que nous partageons ce langage d'autorité, eh bien, tu vas comprendre que tu sais intimement que sur mon feedback positif et mon feedback correctif, tu prends ou tu prends pas, c'est toi qui décides. Et c'est cet équilibre-là qui est important. Donc déjà, en étudiant effectivement l'ordre et le feedback, tu étais déjà sur ces 2 types de leadership. Oui, alors je l'ai formalisé beaucoup plus tard. Effectivement, et c'est quand je disais, on a réalisé que le feedback était le symptôme de quelque chose de plus grand. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé par vraiment travailler sur le feedback. J'ai beaucoup pratiqué le feedback. Je me suis jamais posé cette question sur les autorités. Et c'est vraiment au moment où je me suis dit, en fait, ça commence au moment où j'ai commencé à écrire le bouquin. Je me suis dit, mais pourquoi les gens s'intéressent à ce sujet-là? C'est quand même un sujet tout bidon. Tu vois, j'ai consacré 25 ans de ma vie sur un sujet tout bête. Un mot qui veut dire nourrir en retour. Bon, une fois que je t'ai dit que le feedback, c'était un cadeau qu'on fait à l'autre pour l'aider à grandir, j'ai tout dit quelque part. Alors, pourquoi d'un seul coup, ce concept tout bête, il intéresse les gens, il interpelle les gens dans leur vie professionnelle, et puis on a vu aussi dans nos conférences que ça interpellait aussi beaucoup de gens sur leur vie personnelle, et on s'est dit, attends, il y a quand même un truc qu'on essaie de comprendre, et puis on a creusé, et puis on est arrivé sur cette hypothèse de cette révolution des autorités. Et aujourd'hui, la petite mission qu'on s'est confiée, c'est de se dire, il y a ce phénomène qui se passe, il y a des outils qui permettent d'équiper les leaders et les followers. Voilà, et donc au quotidien, on essaye d'accompagner les gens pour leur faire prendre conscience de ça et de leur montrer que si c'est dur aussi aujourd'hui ce rapport d'autorité, c'est pas complètement de leur faute, parce que je pense qu'on fait beaucoup de culpabiliser les gens et que c'est pas très très bon pour l'estime de soi et les identités. Et donc le fait de dire voilà ce qui se passe, donc vous êtes au milieu de tout ça. Donc déjà comprendre que ce phénomène il touche tous les pans de la société, donc il n'est pas lié à la personne, c'est un phénomène de société. Déjà, je pense que ça permet de déculpabiliser et puis derrière d'apporter un certain nombre de solutions, le feedback en est une, bien évidemment, pour montrer que c'est pas non plus un monde de béni oui, c'est un monde dans lequel on va conjuguer exigence et bienveillance. Le leadership ou les excès du leadership par soumission, c'est parfois vu comme des excès d'exigence, mais il y a les excès aussi du leadership par engagement qui pour moi sont des excès de bienveillance. Manager que par la gentillesse, je suis désolé pour celles et ceux dont c'est le faux de commerce, mais dans la vraie vie, ça marche pas. Quand on a été manager, on sait que ça marche pas comme ça. Il faut aller vraiment sur le terrain pour s'en rendre compte. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et donc, ce sont les excès qu'il faut combattre. Et ça peut se faire uniquement si on éduque les gens et si on leur donne les outils, les bons moyens de réfléchir d'abord et puis d'agir ensuite. Comment on éduque les gens justement là-dessus en entreprise? Alors, je vais avoir une réponse pas très objective, mais je vais dire en écrivant des bouquins, en faisant des conférences, en animant des masterclass. Parce que, bien évidemment, c'est le chemin que j'ai choisi. Je crois qu'en fait, on ne peut pas faire le procès des gens qui pratiquent mal tant qu'on les a pas formés au sujet. Je pense que c'est jugement hâtif de dire les managers sont comme ci, les managers sont comme ça, etc. Je trouve que c'est pas très juste en réalité. Il faut d'abord former les gens. Le problème, c'est que toutes ces choses-là,
on l'apprend pas à l'école, on ne les prend pas non plus dans les études supérieures, hein, on prend pas ces choses-là. Il y a quelques petites initiatives, mais elles sont complètement anecdotiques. Et je suis assez sévère avec l'enseignement en général, bien qu'étant moi-même fils de professeur agrégé de mathématiques, mais je suis assez sévère parce que je trouve que la vitesse de prise de conscience de ces choses-là et de diffusion de ces idées essentielles vont à la lenteur, d'une lenteur incroyable, et donc on n'aide pas les gens. Donc je crois beaucoup à l'éducation, je pense qu'il faut former les gens, il faut diffuser la pensée. On a la nôtre, elle a sans doute ses forces et certainement tout un tas de faiblesses. Il faut aussi confronter les points de vue. Il y a des gens qui pensent radicalement différents de nous. J'ai pas de souci avec cette confrontation-là. Je pense que ce qui est important, c'est de mettre à disposition des leaders et des followers un certain nombre d'outils, si possible soutenus un peu par de la science, parce qu'il y a quand même des scientifiques qui passent du temps à réfléchir sur ça, soutenus aussi par de l'expérience, parce qu'il y a des gens qui managent. Quand je vois parfois sur les réseaux sociaux des gens qui n'ont pas managé, qui ont 20 ans et puis qui nous donnent des grandes leçons de management, j'ai envie de dire, bon, allez voir peut-être un chef d'équipe, un chef de car dans une usine isolée au fin fond d'une région française, et puis allez voir ce type ou cette nana qui a bossé pendant 30 ans à manager des gens pas que faciles. Vous allez apprendre le management et c'est pas ce qu'on raconte complètement sur LinkedIn. Il y a peut-être une adaptation à faire par rapport, effectivement, au lieu, au type d'organisation où on est et aux personnes qu'on a en face de nous en tant que manager. C'est une très belle réflexion et effectivement, on pourrait se dire, mais tiens, peut-être qu'il y a des univers dans lesquels on a besoin de plus de soumission, etc. J'ai envie de challenger cette idée. Alors, j'ai envie de challenger cette idée parce que j'ai passé les 30 années de ma carrière professionnelle actuellement à essayer de trouver des règles générales qui s'appliquent à tous les niveaux hiérarchiques et, si possible, dans différentes cultures, non seulement d'entreprise, mais de cultures, de pays, de régions du monde. Et typiquement, le travail qu'on a fait sur le feedback était un travail dans lequel on a essayé de dire, voilà, que vous viviez aux États-Unis avec cette culture du surcompliment, que vous viviez en Europe avec cette culture de la critique négative, ou que vous viviez en Asie avec cette absence de feedback, ou en tout cas cette version très subtile du feedback, finalement, on peut imaginer une langue commune autour de ça. Et je crois que ça marche aussi dans les entreprises. Alors j'ai pas une grande étude scientifique pour prouver ça. J'ai juste mon expérience que je qualifierais de clinique, c'est-à-dire de quelqu'un qui passe son temps à aller sur le terrain. Je fais à peu près 220, 250 interventions par an sur ces sujets-là dans des entreprises qui vont du comité de grands groupes CAC 40, du comité de direction, pardon, de grands groupes CAC 40 à des gens dans des chaînes de production, en passant par des sociétés de services, en passant par des sociétés très internationales qui fonctionnent beaucoup en projet, en remote management, en télétravail, des startups, etc. J'ai toujours le même discours. Je le fais avec des gens qui ont 60 ans, un grand titre ronflant, comme je le fais avec des gens qui ont 25 ans et qui commencent leur vie professionnelle. Et ce que je peux juste témoigner, c'est que le discours, j'ai vraiment le même. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il marche sur toutes ces audiences. Donc, je crois vraiment qu'il y a une forme de choses qui transcendent un peu les âges, les générations, les secteurs d'activité, et qu'on peut peut-être commencer à le mettre sur la table et en discuter. Ce que j'entends par le feedback aussi, ça relève, peut-être le manque de communication qu'on rencontre, que moi j'entends, hein, dans beaucoup d'entreprises. Ah ben, on vit, alors je crois d'ailleurs que c'est sur la jaquette du livre, je crois que l'éditeur avait retenu ça, une de mes citations, c'est: on vit dans un océan d'informations et un désert de feedback. Alors, l'information, attends, que ce soit sur ta télé, ton smartphone, la radio, etc. Voilà, faut qu'on surcommunique. Alors, en tout cas, on a la surinformation, mais on a un vrai désert d'attention à l'autre. C'est-à-dire qu'on a privilégié la quantité à la qualité. Alors, fort heureusement, là pour le coup, plein de gens en ont pris conscience, plein de gens travaillent sur ces sujets-là, accompagnent les gens, offrent des solutions, mais donc il y a un vrai besoin de réinstaller des moments de qualité, des temps de qualité dans nos rapports aux autres. Et le feedback, c'est finalement juste un petit outil pour parler de ça, mais il y en a plein d'autres. Les gens qui s'intéressent à la CNV, la communication non violente,
font exactement le même travail. Les coachs qui nous écouteront, bah, c'est leur quotidien. Voilà, toutes ces approches bienveillantes, empathiques et qui travaillent sur l'individu et l'estime de soi. Nous, ce qu'on a juste montré dans nos travaux, c'est que sur 17 pays dans le monde, aujourd'hui on est à 17 pays, il y avait un chiffre qui est absolument terrifiant, c'est qu'en moyenne sur ces 17 pays, la statistique est assez stable, c'est une personne sur deux qui déclare manquer de reconnaissance. Une personne sur deux qu'on a interrogée nous dit « je manque de reconnaissance au travail » ou « je manque de reconnaissance dans ma famille » ou pire, « je manque de reconnaissance dans les deux univers ». Pour nous, si ces chiffres se confirment, ça ferait du manque de reconnaissance la psychopathologie la plus répandue au travers de la planète. Alors clairement pas la plus grave, hein, il y a des psychopathos beaucoup plus graves, mais la plus répandue parce que je ne connais pas une psychopatho dont la prévalence est d'une personne sur deux. Et je crois que c'est un sujet de santé publique et je crois que ce sujet de la reconnaissance, de l'attention à l'autre permettrait, si on l'attaquait un peu sérieusement, peut-être d'éviter certaines complications par la suite. Alors pour terminer, est-ce que le type d'autorité a un impact sur la QVT, donc la qualité de vie au travail ou peut-être le bien-être au travail? Pour toi en tout cas. Alors, ma réponse va peut-être paraître un peu surprenante, surtout pour une conclusion, mais je ne suis pas un spécialiste de la QVT. Et ne me demande pas pourquoi, parce que je n'aurais pas de raison. Enfin, tu peux me le demander, mais je ne pourrais pas te fournir un vrai argument. Ça n'a pas vraiment été au cœur de mon travail. J'interviens bien évidemment en tant que conférencier dans les semaines QVT parce que le feedback peut être perçu comme un moyen pour le faire. Peut-être aussi, peut-être qu'une des explications, c'est que tous mes travaux ont été faits pour essayer là aussi d'être dans le et pas dans le ou, c'est-à-dire je pense que l'entreprise n'a pas pour finalité de créer des gens heureux. Je ne pense pas que ce soit le but d'entreprise. On vit dans un système qui est capitaliste. Alors bien ou pas bien, ça c'est une question qu'il faut laisser aux philosophes ou aux moralisateurs. Mais la réalité, c'est qu'on est dans ce système ici capitaliste, qu'un système capitaliste a un certain nombre d'impondérables. L'un d'entre eux, c'est de faire des bénéfices et que la recherche de la performance économique peut se faire en conjugaison avec une performance humaine, mais la réalité, c'est que quand même, dans un certain nombre de cas, elle se fait au détriment de la performance humaine. Donc, bien évidemment, je suis pour tous les mouvements QVT, tous les mouvements bien-être au travail, mais je pense qu'il faut faire là aussi attention à parfois à certains excès. J'entends de ci, de là, il y a beaucoup de gens qui publient ce genre de choses en disant des salariés heureux font des salariés performants. Bon, alors c'est pas complètement vrai, en tout cas c'est un peu réducteur de le dire comme ça. Il faut faire attention aux raccourcis. Alors pourquoi il faut faire attention aux raccourcis? Il faut faire attention aux raccourcis pour deux raisons principales. La première, c'est que les raccourcis et les jugements un peu sous forme de sophisme ne convainquent pas les dirigeants. Donc, quand on arrive auprès d'un dirigeant en lui disant vous allez voir, les gens qui font du télétravail sont vachement plus performants que les autres. Bon, un directeur qui dirige depuis plusieurs années des dizaines, des centaines, des milliers et parfois même des centaines de milliers de personnes, bon, il va quand même se méfier du raccourci intellectuel et il a raison. Donc, il faut faire attention à ça si on veut convaincre les dirigeants. Il faut qu'on ait quand même des arguments un peu plus costauds que des trucs à l'emporte-pièce qui marchent bien sur les réseaux sociaux. Et puis la deuxième raison, c'est parce que on met dans la tête des gens des trucs qui sont faux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui cette idée très très prégnante de soyez heureux au travail. Et si vous n'êtes pas heureux, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc cassez-vous. Bon, bah la vie elle est quand même pas blanche ou noire là aussi. C'est-à-dire que je peux être en même temps heureux et malheureux. Hein. La pensée est un peu plus subtile que cette quête effrénée du bonheur. Bon, alors là, je vais pas revenir sur les philosophes qui l'ont dit des milliards de fois mieux que moi, mais que peut-être que la quête du bonheur est peut-être pas la bonne quête. Et en tout cas, qu'aujourd'hui, moi, ce que j'observe dans les entreprises, c'est qu'à chaque fois que l'on passe le bonheur au premier, aussi bizarre que ça puisse paraître, on développe des comportements égoïstes. Parce que si je place mon bonheur en premier, alors je privilégierai toujours ce qui satisfait mon besoin personnel. Et ça, c'est contre la pensée collective. Et la pensée collective, elle est forcément dans un truc un peu plus équilibré, avec bien évidemment des grands moments de joie et des grands moments de satisfaction collective, mais aussi un certain nombre de sacrifices, un certain nombre de choses dans lesquelles je vais accepter et que j'accepte parce qu'il y a un équilibre. C'est ce même équilibre du leadership et du followership.
Ces sujets, je ne décide pas tout le temps, je ne décide pas sur tout, mais de temps en temps, je peux décider. Et de temps en temps, d'ailleurs, je décide même sur des choses sur lesquelles je vois la vraie confiance de mon organisation, de mon entreprise ou de ma hiérarchie. Et puis, dans un certain nombre de cas, je sais qu'il y a des gens à côté de moi qui sont plus compétents et parfois même qui ont des idées que je considère moins compétents, mais qui vont décider. Et j'ai pas de problème avec ça, je l'assume pleinement. Et cette maturité-là me semble est plus intéressante qu'une quête de ce bonheur, machin. Je pense qu'on met les jeunes générations aussi sur une mauvaise voie. Je discutais hier soir avec mon caviste en promenant mon chien, qui me racontait que sa salariée l'avait planté du jour au lendemain cet été en lui disant je me mets en arrêt maladie. Il lui a dit bon écoutez il y a un problème etc. Non mais je veux réfléchir. Donc elle se met en arrêt maladie pour réfléchir. Et après, au bout de 24 heures, elle dit bon, finalement, je ne reviendrai jamais et je veux une rupture conventionnelle. Alors, je sais que c'est un mouvement, hein. Je suis dirigeant d'entreprise, donc je le vois aussi, mais c'est pas ça le bonheur. Ça, c'est un comportement extrêmement égoïste. Alors peut-être que ce caviste, à un moment donné, n'a pas été un très bon manager, je sais pas. Voilà, on peut imaginer plein de choses derrière. Toujours est-il que ce comportement de follower, il n'est pas responsable. Alors on pourra me le vendre en me disant oui, on met le bonheur, il faut faire attention, etc. Bien sûr que quand on subit des formes d'harcèlement, machin, etc. Il faut se protéger, bien évidemment. C'est pas du tout mon propos, mais il faut faire attention. Cette réflexion sur le bonheur, elle est parfois un peu sur une pente glissante. Là aussi, je ne ferai bien évidemment pas l'apologie du malheur, mais je pense qu'il faut trouver des bons équilibres, mettre du et là où on met parfois beaucoup trop de ou. Merci pour cette réponse, passionnante. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast à lui tout seul. Tu as écrit un livre, donc le livre sur le feedback dont tu nous as parlé et tu es en train d'en écrire un nouveau. Est-ce que tu veux nous le présenter? Oui, eh bien, en fait, alors c'est pas complètement un scoop pour celles et ceux qui auront lu le premier, hein, parce que dans Feedback, le pouvoir des conversations, j'annonce dans la 4e partie un certain nombre de réflexions justement sur cette révolution des autorités. Donc, j'ai déjà un peu écrit quelques idées clés sur ça, mais effectivement, on prépare avec Juno, mon éditeur et l'équipe que je salue, on prépare ce prochain livre sur la révolution des autorités. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de date de publication parce que je suis encore dans mon travail, tu vois, de chercheur, de sociologue qui rassemble de la donnée, qui confronte son point de vue, qui essaye d'affiner parce que j'ai bien conscience que cette thématique-là est plus polémique qu'elle ne l'est. Et je citais tout à l'heure Caroline Goldman. Je pense que bon, alors, d'un côté, elle est devenue très célèbre aux yeux du grand public grâce à sa polémique. En même temps, j'imagine que sur le fond, ça doit être un peu agaçant d'être chahuté comme ça sur une idée. Bon voilà, le sujet sur la révolution des autorités, il touche un peu à des choses comme ça qui sont un peu plus politiques, un peu plus sociales. Voilà, donc je veux quand même être bien armé, pas raconter trop de bêtises dans mon truc. Mais voilà, tous les jours, par contre, je travaille effectivement sur ce prochain livre qui sera la suite de la révolution des autorités. Je peux même là pour le coup te faire un vrai scoop pour tes auditeurs et tes auditrices, c'est que le livre numéro 3, lui, il est aussi en gestation et il parlera de l'enseignement parce que je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à apporter aussi de ce côté-là. Oui, en effet. Alors, où peut-on te retrouver? Alors écoute, bien évidemment sur les réseaux sociaux, le réseau social sur lequel je suis clairement le plus présent, c'est LinkedIn. Alors je ne suis pas un influenceur présent tous les jours, etc. Mais je suis très présent sur LinkedIn, donc de façon privilégiée sur LinkedIn. Et puis sur le sujet du feedback en particulier, on a avec la sortie du livre lancé un site qui s'appelle artdufeedback.com, artdufeedback.com, tout attaché, sans tiret, etc., dans lequel on a déjà mis à disposition un certain nombre de ressources sur le feedback. On peut mesurer sa compétence individuelle, mais aussi le profil de son équipe. Et puis surtout, on va utiliser ce site-là pour développer un peu plus une approche communautaire, c'est-à-dire on va utiliser cette plateforme-là pour mettre d'autres contenus et offrir d'autres outils de réflexion pour les gens qui s'intéressent à ces sujets. D'accord. De toute façon, j'indiquerai tous tes liens sous le podcast, également vers ton livre, bien sûr. Alors après, voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube alors sur ma chaîne YouTube, ne soyez pas très effrayés si vous y allez. Je la cultive pas du tout. Je mets juste systématiquement, voilà, donc c'est une sorte de bibliothèque, mais j'en fais pas la promotion, donc je n'ai pas travaillé comme ça pour le moment. Il n'y a pas une raison particulière, c'est juste que j'ai pas le temps. Voilà. Donc, mais par contre, on retrouve un certain nombre de vidéos, puis on retrouve aussi des choses musicales qui me tiennent à cœur sur ma chaîne YouTube. J'ai vu que tu avais fait une série, aussi sur le feedback sur YouTube. Oui, alors, bah, j'en ai fait plusieurs, en fait. J'ai la série officielle qui, en fait,
est réalisé en partenariat avec une startup qui s'appelle Fasterclass. Donc là, c'est vraiment ma série officielle. Et puis, bien évidemment, à côté, on en a fait avec Welcome to the Jungle. On en a fait un certain nombre. Voilà. En fait, dès que tu sors un livre et dès que tu es un peu spécialisé sur un sujet, bon voilà, tu as la chance d'être invité à des choses comme ça ou à des podcasts comme le tien, ce qui est génial. Donc, tu peux voilà, essayer de diffuser un petit peu plus tes idées. Donc oui, il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles, certaines payantes, certaines gratuites. Voilà, puis si des gens ont besoin de choses plus spécifiques parmi tes auditeurs et tes auditrices, sachez que je mets un point d'honneur à répondre aux gens qui me contactent, utiliser de façon privilégiée LinkedIn, la messagerie LinkedIn. J'ai passé ma vie à parler de feedback, de communication et de temps de qualité, donc j'essaye de voilà. Alors je suis pas toujours ultra réactif, etc., mais je mets vraiment un point d'honneur à voilà. Donc je sais pas, avant-hier, quelqu'un d'une entreprise me dit on est en train de monter un séminaire sur le feedback, on voudrait des exemples, est-ce que tu pourras nous en donner? C'est pas un client, je connaissais pas du tout la personne, j'ai pris un quart d'heure pour préparer une réponse et essayer de le guider. Voilà, je suis dans cet écosystème-là et donc j'essaie de le faire avec une certaine forme de générosité. Je suis pas parfait, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je ferai au mieux. D'accord. Alors pour terminer, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est tirer un nombre de 0 à 9, enfin de 1 à 9 plus exactement, et que tu me dises ce que ça t'inspire en lien avec tout ce que l'on s'est dit, hein, avec ta pratique. Donc j'y vais et c'est le 6. Ah, génial, j'adore la question. Alors en fait, j'ai pas de bol parce que j'ai parmi entre 1 et 9, j'ai des nombres fétiches, 6 n'en fait pas partie. Je te dirais, il est après 5 et 5 est un nombre qui m'intéresse. Non, alors le 6, alors non, c'est quand même une évidence. Non, je suis désolé. Le 6, l'idée, voilà, j'ai 6 enfants. J'ai cette chance d'avoir une grande tribu d'enfants que j'admire beaucoup et qui m'inspirent énormément. Il y en a des très grands, il y en a des très petits. Ils ont des profils de personnalité, des profils de carrière très différents, mais chacun à sa manière m'inspire, chacun à sa manière m'apprend. Bon, j'espère leur avoir aussi transmis un certain nombre de choses, mais je mets un point d'honneur en tant que papa d'essayer toujours d'apprendre de leur part. Alors bien évidemment d'apprendre des choses professionnelles. Hein, je déjeunais avec un de mes fils cette semaine et je lui dis alors toi comment tu utilises ChatGPT? Il me dit j'utilise ChatGPT pour vérifier les corrections des profs. Et j'ai dit celle-là ouais tu vois, ça s'invente pas. Tu vois, j'ai 51 ans, j'aurais pas imaginé moi utiliser ChatGPT pour vérifier la correction du prof à un devoir. Donc il prend la correction du prof, il met ChatGPT et puis il dit à ChatGPT qu'est-ce que tu penses de la correction du prof? Bon bref, voilà, donc j'apprends à leur contact des choses comme ça, mais j'apprends aussi, je continue à apprendre des choses de la vie de tous les jours. Je m'intéresse à leur musique. Alors ils sont toujours un peu surpris quand je leur dis mais alors montre-moi ta playlist, t'écoutes quoi pour le moment? J'essaie pas par être plus jeune que je suis, j'essaie juste de m'intéresser, de m'ouvrir les chakras. Voilà, donc le 6, c'est un hommage à mes 6 enfants, 5 garçons, une fille, qui m'inspirent au quotidien. Bah, je te remercie. Tu veux nous dire une dernière phrase pour clôturer? Je voulais d'abord te remercier toi, parce que, d'abord tu as eu, cette gentillesse de m'inviter, de me contacter, de préparer tout ça. Ça paraît tout bête, hein, quand on est de l'autre côté de la caméra. Moi, j'ai juste à me mettre, face à un micro et à raconter mon histoire. Je suis toujours, assez admiratif des gens comme toi qui rentrent dans un sujet et qui, dans un temps très court, doivent le préparer, l'absorber, voilà, le configurer pour que ça puisse, ensuite être transmis. Voilà, je trouve ça admirable. Je pense qu'il y a aussi cette compétence d'interview qui paraît très simple parce qu'on voit des gens qui interviewent les gens tous les matins et je disais récemment à mon agent qui s'occupe de ma carrière de conférencier. Je disais, mais moi, je serais très, très mal à l'aise pour être intervieweur. J'ai appris à être un peu interviewé, mais c'est une vraie compétence. Donc, je trouve ça assez admirable de travailler ça. Et voilà, je voulais juste te dire que j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié ton professionnalisme et l'humanité qui se dégageait dans les échanges préparatoires et puis l'échange qu'on a eu là. Et puis, j'ai juste envie de t'encourager à continuer dans cette voie-là parce que je pense que c'est un format qui sans doute aide les gens qui nous écoutent. Voilà, donc un grand merci. Bah, merci beaucoup pour ton feedback.
Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!